Bonjour à tous. Donc moi je viens de Grenoble. J'appartiens également, c'est pas marqué ici, au collectif Eco-Info, qui est un GDS du CNRS et qui s'occupe de questions d'écologie du numérique. Voilà, donc alors je vais donner une présentation qui sera sur, on va dire, perspective assez différente de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on considérait dans les deux présentations précédentes, que j'ai beaucoup appréciées par ailleurs, que l'IA était là, et ça, c'était pas du tout questionnable, c'est-à-dire qu'on allait y aller la fleur au fusil. Moi, je vais peut-être un petit peu là-dessus donner un discours qui va s'interroger sur l'utilisation elle-même, in fine, de l'IA. Voilà, là, j'aime beaucoup cette figure qui est juste sur le premier slide là. En fait, vous voyez, je sais pas, derrière, il y a la carte de France, en fait, et c'est un extrait de Météo France, tout simplement, d'une carte de météo qui était comme ça, et c'est les isothermes thermiques de Météo France qui datent du 27 juin 2019. Donc, je ne sais pas si c'est une augure ou pas, mais ça rappelle un tableau célèbre aussi. Voilà, alors, donc, je vais commencer aussi, voilà, vraiment par continuer dans ce registre-là. Donc, j'ai regardé un peu quels étaient les impacts climatiques de l'été dernier, tout simplement. Alors, sur les températures extrêmes, en juillet, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous laisse lire et les découvrir. Hein. C'est pas des choses très réjouissantes. Bon, pour nous, il y a eu ce qui nous a impacté. Pour les gens qui vont sur la Côte d'Azur en vacances, 28,7 degrés en surface sur le mois entier en mer Méditerranée, etc. Vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de canicules. En août aussi, 43 degrés à Carcassonne, au Montégual, qui a plus de 1500 mètres d'altitude. Vous avez aussi plus de 30 degrés, etc. Donc ça, c'est une première chose. Mais il n'y a pas que la température. On a vu aussi des incendies, des tempêtes, inondations qui, à chaque fois, ont causé des dommages très, très importants sur le climat. Mais aussi, également, il y a eu pas mal de morts. Bon. Tout ça pour dire que, en fait, on a eu un dérèglement climatique. Enfin, ça, ce n'était qu'une illustration. Hein. Les températures n'ont jamais été aussi fortes et le changement n'a jamais été aussi rapide, mais avec des ordres de grandeur très très importants par rapport aux montées de température qu'il y a eu avant dans l'histoire de l'homme. Et ce qui est quand même important, là vous pouvez regarder, c'est quelque chose que j'ai pris de Pablo Servigne dans un livre qu'il a fait en 2015. Vous voyez toutes les tendances socio-économiques en fait. Là, donc vous voyez sur l'axe des abscisses, en fait c'est la date, c'est l'époque, donc ça part de 1750 et ça va jusqu'à 2000. Et vous voyez à chaque fois, là il y a quelque chose qui se passe autour de 1950. 1950, c'est la date qu'on peut prendre pour ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère dans laquelle l'homme en fait a pris le pas sur la nature, on pourrait dire ça comme ça. Et vous voyez qu'à partir de la date de 1950, il y a que sur la population, le PIB mondial, les investissements, la population urbaine, la consommation d'énergie primaire, l'utilisation de l'eau, etc., le tourisme, les téléphones, tout ce que vous voulez, ça a explosé. Avec donc c'est des courbes qui sont exponentielles. Et là, on peut remettre ça complètement maintenant en parallèle avec, disons, le réchauffement. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de complètement congruent. Alors ça, c'est attesté aussi par les rapports du GIEC. Vous en avez entendu parler. Il y a le GIEC a sorti des rapports assez récemment. Et 97% aussi des scientifiques considère que aussi l'origine, le dérèglement climatique est clairement d'origine anthropocène. Donc ça veut dire quoi? C'est quand même nos activités. Et les activités humaines, à l'heure actuelle, sont beaucoup pilotées par le monde, ce qu'on appelle du numérique, ou le monde digital. Et l'IA, dans ce monde digital, c'est une composante très importante. Donc l'agenda de ma présentation, après ce warm-up un petit peu chaud, je vais essayer de questionner un tout petit peu, à partir de données scientifiques, la place du numérique dans nos sociétés. Puis je focaliserai sur le thème de la journée, c'est-à-dire sur l'IA et spécifiquement ce qu'on appelle le machine learning et l'IA générative, qui sont les gros facteurs, parce que l'IA c'est très très large, beaucoup plus large que l'apprentissage automatique.
et je vais parler des impacts de l'IA. Dans les impacts de l'IA, il y a des choses qui sont vertueuses, il y a des choses qui sont bonnes, bien sûr. Là-dessus, il ne s'agit pas de rejeter tout. Il y a des solutions à la crise partiellement, on va les discuter. Mais il y a aussi beaucoup d'impacts négatifs, et là se poseront des questions de savoir quoi faire avec ces impacts négatifs qui nous échappent totalement. Et je proposerai des solutions quand même pour qu'on ne ressorte pas de manière totalement déprimée de cette journée. Alors qu'est-ce que c'est le numérique? Ça, c'est déjà un problème. Alors c'est beaucoup plus large que l'IA en tant que tel. Mais qu'est-ce que c'est que le monde numérique? En fait, c'est un écosystème en fait, qui regroupe tous les dispositifs en fait, qui manipulent de l'information sous forme électronique, donc à partir des smartphones, des objets connectés, des ordinateurs, etc. Et si vous regardez en fait dans l'OCDE, donc comment on caractérise l'objet numérique, en fait, on utilise ce qu'on appelle les architectures 3 tiers. Donc, c'est composé des data centers et de toute la partie calcul, on va dire, des utilisateurs et puis des réseaux. Donc, c'est une manière de voir le domaine du numérique. Et sachant que là-dessus, évidemment, avec cette grille-là, on ne peut pas capter des choses telles que l'agriculture. Là, tout à l'heure, on a parlé d'exemples d'agriculture. L'agriculture connectée, je ne sais pas ce que tu as utilisé comme mot, je ne me souviens plus. Mais bon, les smart cities, smart buildings, donc pour piloter de l'énergie, etc. Potentiellement, le domaine des transports, alors les transports ferroviaires, etc., mais même dans les voitures. L'industrie, la santé, alors on parle beaucoup de la santé un peu partout, comme pour dire que tout ce qu'on fait, c'est très très utile pour les hommes, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est le monde du numérique? C'est tous les effets que contiennent les changements du numérique. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que cette architecture 3 tiers. Et ce que je vais faire là, c'est focaliser sur cette architecture 3 tiers. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à mesurer, c'est essentiellement, en fait, par rapport à la grille qu'on a, en regardant ce qui se passe dans les impacts dans les data centers, dans les réseaux, etc. Et par rapport aux utilisateurs. Donc, qu'est-ce que c'est le monde numérique en fait, à l'heure actuelle? C'est environ... Alors, évidemment, là, il y a des chiffres. Les chiffres sont des moyennes, souvent. Ne les prenez pas tout à fait au premier degré. Quand on met 34 milliards d'équipements, ça dépend. Bon, c'est des chiffres qui datent déjà de quelques années, et de 3 ans. Et évidemment, on les compte pas de manière très, très précise. Donc, c'est des ordres de grandeur. Prenez-les comme des ordres de grandeur. Mais ça donne quand même des idées. Bon, au niveau des data centers, si on reprend les 3 tiers, c'est 60 millions de serveurs dans le monde, ce qui est considérable. Et c'est surtout 1% de l'électricité mondiale pour faire fonctionner ces data centers. Au niveau des terminaux, il y a 3,5 milliards de smartphones, sans doute plus maintenant d'ailleurs. 3 milliards d'écrans, entre 10 et 30 milliards d'objets connectés. Là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce déjà on a du mal à caractériser exactement ce que c'est et à les compter complètement. On peut. Les compter, les dénombrer, c'est quelque chose de compliqué. Et au niveau des réseaux, c'est 1 milliard de box, c'est 10 millions d'antennes relais qui sont posées, etc. Là, c'est juste parfois une image vaut mieux qu'un grand discours avec des chiffres. Vous voyez, ça, c'est les réseaux avec le proportionnel, en fait, ici au transfert de données. Et ce qui est intéressant, c'est la dynamique. De voir en 2002, donc c'était 3,6 hexaoctets. Donc hexa, c'est la 6e puissance de 1000. Donc ça fait 10 puissance 18. Donc là, j'ai pas mis les 18 zéros, mais c'est quelque chose comme ça. Et si vous regardez la dynamique entre 2002 et 2017, donc on a pu la mesurer, c'est 1,5 zétaoctets. Donc zétaoctets, on passe à la puissance de 1000 suivante. C'est 10 puissance 21. Donc c'est beaucoup. Et si vous regardez, là, c'est encore plus parlant. C'est comme si vous étiez en 2002, là. Et ça, maintenant, c'est en 2017. Alors, je ne vous dis pas ce qui se passe en 2023. C'est, a priori, comme ce sont des accroissements exponentiels, c'est encore plus que ça. Et vous avez le même ordre d'évolution pour les données. C'est les data dont on a besoin. C'est au moins autant. Donc en France, pour recibler, donc ça c'est une étude qui vient de Green IT, il y a environ 650 millions d'équipements connectés. Ça représente à peu près 88% de la population française.
Et on a 58 millions d'utilisateurs qui ont, donc en moyenne, si on divise par le nombre, alors c'est pas tout à fait réparti de manière très équilibrée, mais c'est en gros 11 composants digitaux par personne en moyenne. Vous pouvez d'ailleurs vous poser la question, combien vous avez, je fais ça souvent on fait ça à EcoInfo souvent. On demande combien vous avez d'équipements, mais si vous comptez tout, hein, comment on appelle ça, le truc connecté là, pour casque connecté, les oreilles, etc. Quand vous comptez absolument tous les montres, et tout, bon, on arrive facilement dans nos populations socio-économiques à plus qu'une dizaine. Et la répartition, vous la voyez ici sur l'écran. Bon, c'est intéressant de voir comment c'est réparti. Donc, le numérique est absolument partout. D'accord. C'est un peu ça l'idée de ces quelques slides. Et donc, pour résumer, c'est un domaine qui est très vaste, c'est un domaine qui est aussi très flou. Et ça, c'est compliqué. Si vous regardez les bilans carbone de carbone 4 en général, le numérique n'apparaît pas. On voit l'agriculture, on voit les buildings, on voit les vêtements, etc. On voit les transports, on voit les services, et il n'y a pas de numérique. Donc, parce que le numérique, il est partout. C'est un peu ça qui est compliqué. Et en particulier, là, est-ce qu'un Tesla, c'est un objet numérique, sachant que plus de la moitié du coût de la Tesla, c'est du composant électronique. Hein. C'est des batteries, c'est tout ça. Alors, est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un objet numérique? Ça, c'est la question est posée, etc. Bon, voilà, on peut trouver du numérique un peu partout et savoir les qualifier, c'est difficile. Juste pour terminer là-dessus, on revient sur les émissions. Alors, les émissions de CO2, c'est pas la seule limite. Il y a beaucoup de limites planétaires, dont beaucoup sont déjà dépassées. Donc, j'en parlerai pas ici. Je vais me focaliser sur les émissions carbone. Bon, parce que d'abord, c'est un bon indicateur, d'une part parce que ça se mesure relativement bien par rapport à d'autres limites planétaires qui sont extrêmement compliquées à suivre. Et puis, c'est un peu emblématique d'un symptôme de plus vaste. Donc, du coup, travailler avec des données précises scientifiques sur ces questions permettent d'appréhender l'ensemble du phénomène. Donc, si on regarde un autre rapport de 2019 du Shift Project, là, qui s'appelle l'INICT, c'est en gros 5 à 6% de l'énergie primaire mondiale. Donc je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de savoir comment c'est établi ces choses-là. On peut faire des analyses de cycle de vie attributionnelles ou pas. Donc c'est des choses que... Enfin, il y a de la méthodo derrière. Mais si vous transformez l'énergie primaire en émissions CO2, donc c'est environ 4%. Là, je vous ai mis une étude intéressante. C'est une étude qui s'appelle The Real Climate and Transformative Impact of ICT. C'est sorti en 2021 et Freitag et son équipe, enfin et les co-signataires ont regardé l'ensemble de la littérature qui concernait les émissions carbone du monde numérique et du coup ils en ont tiré des choses. Vous voyez des choses extrêmement différentes suivant les études de Manodine, par exemple, qui lui c'est quelqu'un d'Ericsson, donc c'est quelqu'un aussi qui a un biais fort et pour lui, quand vous regardez bien, le ICT, enfin le numérique, concerne, on va dire, des choses très précises. Il y a plein de trucs qui sortent de ce périmètre. Donc c'est une des études les plus basses, etc. Et vous voyez qu'il y en a d'autres, suivant les scénarios, ce qu'on prend en compte ou pas. Mais en gros, ces études-là, donc avec des études, encore une fois, très, comment dire, un peu ciblées par des constructeurs, ça donne quand même quelque chose autour de 4%. Donc ces 4% sont à peu près quelque chose c'est à minima. C'est à peu près ce que représente le domaine en termes d'émissions CO2. Ça vous donne une idée. Il faut réduire ces émissions de CO2 d'un grand facteur. Et le problème du monde numérique, c'est que ces émissions augmentent entre 6 et 9% par an. Donc si on se projette d'ici les accords de Paris, donc 2050 par exemple, ça veut dire que ça va augmenter énormément. D'ici 2025, ça rattrapera des domaines comme le transport ou autre. Donc ce sera très très impactant. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le monde se numérise énormément et la part augmente alors que globalement, il faut qu'on réduise. Donc ça, c'est les scénarios de sortie un peu de crise climatique, parce que bon, le réchauffement, ça va continuer. Vous voyez bien que même les inondations très récentes, je ne les ai pas incluses là-dedans, mais c'est des choses qui sont, que l'on voit et que l'on subit maintenant à chaque saison.
Ça, c'est les trajectoires. C'est issu, c'est à peu près la même chose que le GIEC. La figure ne vient pas du GIEC directement, ça vient de Climate Action Tracker. Mais vous voyez qu'on a des scénarios de décroissance. Alors, les scénarios de 2 degrés et 1,5 degré, il y a peu de chances qu'on les maintienne, malheureusement. Mais les autres, on peut essayer de voir. Et si on continue, comme avant, vous voyez qu'on ne va pas beaucoup réduire et que les réchauffements seront encore plus dramatiques. Et tout ça, ça suppose que l'on ait des solutions techniques à certains problèmes, de nouveaux puits de carbone qui n'existent pas, etc. C'est-à-dire que ces scénarios-là, dans le dernier rapport du GIEC, tiennent compte d'innovations technologiques qu'on n'a pas encore forcément. Okay. Alors, donc là, j'ai parlé beaucoup sur la mesure, mais je vais revenir sur la question de l'IA très très vite. Donc l'idée, c'est que ici, on peut regarder ce qui se passe d'un point de vue input-output, et on peut, disons, on a plusieurs types de méthodes. Soit on suit un équipement complètement, et y compris avec son usage. Ça, c'est quelque chose qui est une possibilité équipement par équipement. À ce moment-là, donc, il faut regarder les choses, disons, par smartphone, par laptop, etc. Soit on regarde complètement pour un domaine, un secteur de l'extérieur, tout ce qui rentre, l'énergie qui est utilisée, l'eau qui est utilisée et tout ça, et on fait des analyses. Et les deux manières de faire, en fait, concourent sur quelque chose qui est à peu près équivalent. Alors, je vais parler d'analyse du cycle de vie. Je vais, pour vous rappeler ce que c'est. Donc, il y a de l'extraction, il y a un peu de transport, évidemment, là aussi, vous voyez. Ensuite, il y a de la fabrication. Ensuite, il y a encore du transport. Il y a la phase d'usage, c'est celle-ci. Ça, c'est un data center avec un code de météo. Et puis ensuite, à la fin de l'équipement, au bout de quelques années, 4-5 ans en général, dans les data centers, parfois plus maintenant, parce qu'on est incité à garder plus le matériel, on va potentiellement les recycler. Donc il faut repasser un coup en usine, potentiellement ou pas. Et puis au bout d'un moment, ça va être jeté. Et ça, on ne sait pas faire non plus le recyclage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. On peut le faire, par exemple, pour les serveurs qui sont dans un data center. On peut suivre, depuis l'extraction, etc., combien il faut de matériaux pour le faire. Bon, pour un smartphone, vous savez que c'est 45 à 50 métaux qu'il faut pour le faire. Donc tout ça, c'est assez compliqué. On sait que pour un smartphone, par exemple, la phase d'usage, elle n'est pas prépondérante. Ce qui est prépondérant dans les émissions, c'est plutôt les phases de fabrication, c'est connu, environ 80%, ça dépend de la longueur, de la durée de vie du smartphone. Et puis pour les serveurs, c'est un peu moins, mais c'est pareil, c'est l'usage, c'est à peu près 50%, disons, en gros. Donc là, tout ça, c'est bien sourcé, on sait faire relativement précisément. Mais il y a quand même des effets qu'on n'arrive plus à donner. Donc les effets directs, c'est-à-dire tout ce qui est... on suit dans une filière donnée, smartphone ou laptop, tout ce qui se passe, donc on arrive à peu près de donner des effets directs. Mais il faut prendre aussi tous les effets indirects, c'est-à-dire ce qui n'est pas compté tout à fait dans le périmètre initial, mais ce qui va être induit par l'objet technologique numérique. Et là, en fait, on a plusieurs améliorations possibles pour limiter ces effets de ces émissions carbone. Soit on a des améliorations technologiques, donc là on a des lois d'ailleurs qui sont assez... c'est une loi qui est un peu, on va dire, autoprescriptive quelque part, c'est-à-dire c'est plutôt une observation que quelque chose qu'une loi en dur que l'on suit, mais qui dit qu'en gros, la fameuse loi de Moore, qui dit que les composants, la densité d'agression des circuits intégrés, ça va doubler à peu près tous les 2 ans, c'est ça, ou tous les 18 mois. Bon, il y a la loi de Coumet, etc., qui donne aussi l'efficacité, l'augmentation de l'efficacité énergétique des composants. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On a moins de ressources, on fait attention, il y a beaucoup de recherches là-dessus.
Mais ça ne remet rien en cause, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde juste ce qui se passe. On a aussi une deuxième dimension qui est la dimension de la sobriété, c'est-à-dire qui va interroger les usages qu'on en fait. Et là, on est en plein dans le débat sur l'IA. Pour conclure juste ce slide-là sur les effets directs et indirects et rebonds, on a aussi ce qu'on appelle les effets rebonds, c'est-à-dire qu'une technologie va s'améliorer, elle va permettre quelque chose qui, c'est ce qui s'est passé avec les générations successives de smartphones. On n'a jamais réduit globalement la facture, mais à chaque fois on en rajoute des apps parce qu'il y a de la place, on fait des écrans plus grands, etc. Donc du coup, on y perd à chaque génération, à vrai dire. Bien qu'il y ait une amélioration globale. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi plus de smartphones qui sont vendus, etc. Donc là, c'est un rebond direct, mais il y a aussi des rebonds indirects. Le rebond indirect, c'est quand à un moment donné, vous avez des gains qui sont donnés et puis qui vont permettre quelque chose d'une autre. Vous roulez à vélo, par exemple, et vous imaginez que vous ne prenez plus votre voiture pour aller au travail. Vous roulez à vélo, donc vous allez économiser X euros, X centaines d'euros dans l'année. Vous utilisez ça pour acheter un nouvel écran plus grand ou pour aller faire un voyage en avion en Sicile. Typiquement, voilà, ça c'est un effet qu'on peut évidemment, qui existe malheureusement, mais qui est très très difficile évidemment à modéliser, qui est impossible d'ailleurs à modéliser. Voilà, donc ça correspond un peu aussi aux scopes qui sont dans les lois actuelles qui essayent de limiter ça. Et alors, juste au niveau du vocabulaire, le backfire, c'est le point où on a atteint, face à une augmentation technologique, on a atteint exactement le même point qu'avant cette amélioration technologique. On appelle ça le backfire. Et le effet rebond, c'est quand on est supérieur au backfire, quoi. Voilà, donc maintenant je vais parler d'IA là-dessus. Alors je vais aller très très vite parce que tout ça on en a déjà parlé en gros, hein. On a parlé du connexionnisme, etc. Donc tout ça, des réseaux connexionnistes de symbolique, juste dans la présentation précédente, donc je vais évidemment pas reparaphraser ça. Et on a l'explosion du big data, avec deux facteurs. Pourquoi le big data a explosé ? C'est quand même intéressant de s'interroger. Donc, c'est le web qui va faciliter l'accès à des très gros corpus de données pour tout le monde, donc pas que pour les GAFAM d'ailleurs. Et puis ensuite, l'augmentation de la puissance de calcul. Vous voyez ici sur la courbe qui est juste suivant. Non, je vais. Mais en 2012, en fait, vous avez le développement des cartes GPU et qui va permettre d'avoir la puissance de calcul pour faire justement des réseaux de neurones profonds, du connexionnisme mais profond. Et qui va donc passer un certain gap d'utilisation qui va donc avoir des effets de boule de neige terribles. Donc ça c'est l'apprentissage profond. Alors, pourquoi, en fait, dans l'IA, c'est très vaste, en fait, hein. Il y a la classification, on en a parlé un tout petit peu, mais là, on va se focaliser surtout sur le machine learning et sur l'IA générative à l'heure actuelle, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais l'idée du machine learning, c'est de créer de la connaissance, en fait, nouvelle, on va dire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est pareil, c'est-à-dire l'apprentissage, c'est l'IA. Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein. On pourrait faire la plupart des problèmes, en fait, on pourrait faire des méthodes de régression classiques qui sont classiques et qui ne sont pas du tout coûteuses, hein. Moi, je gère une chaire au sein de l'Institut d'IA de Grenoble sur la frugalité, l'IA frugale. Et donc, du coup, nous, on prône des solutions bien adaptées, mais on ne prône pas du tout. La plupart des choses, ce n'est pas du tout du deep learning qu'on fait, ou de l'IA générative encore moins. Et par contre, comme c'est très 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 coûteux en volume de données, en calcul, et donc en émissions de CO2, donc c'est là-dessus, sur le machine learning, que se concentrent les questions de frugalité. Donc oui, alors ça c'est de l'entraînement plus de l'inférence. Donc effectivement, on en a parlé après la première présentation, c'est-à-dire que maintenant, l'inférence, dans ChatGPT, j'ai des chiffres plus précis, l'inférence est supérieure même à l'entraînement, qui est déjà catastrophique, vous allez le voir, d'un point de vue du CO2. Ça, c'est une image qui date de 3 ans, et qui donne l'évolution essentiellement sur les 3 grands domaines de vision et surtout de langage. Donc vous voyez AlexNet dont on parlait tout à l'heure, enfin qui était sur mes slides, etc. Vous avez aussi du AlphaGo, on en a parlé tout à l'heure, donc sur d'autres applications. Mais vous voyez que là, si on regarde une régression toute simple avant 2012, donc on a
On est exactement à la loi de Moore, donc doublement tous les 2 ans. Donc on est sur la loi de Moore, alors que depuis 2012, et ça continue, là, tous les chiffres actuels confirment tout à fait ça, on est plutôt sur un doublement tous les 3-4 mois. Donc on a changé vraiment de... Ça, vous pouvez retrouver les données, je vous donnerai les sources. Donc, alors, l'IA générative, donc je ne vais pas en parler. Alors là, j'avais regardé un peu tout ce qui était sorti aussi au niveau des GAFAM par rapport à... Ce qui nous montre quand même que c'est un domaine qui a complètement explosé les 2 dernières années. Donc, vous avez des centaines de milliards de paramètres dans les modèles NLP à l'heure actuelle. Vous avez de l'open source quand même, vous avez Stable Diffusion, vous avez des produits universitaires aussi, etc. Et ChatGPT avec 100 millions d'utilisateurs en moyenne par mois. Donc avec une phase d'inférence qui est largement supérieure à la phase de création d'entraînement. Et si vous regardez l'entraînement, donc ChatGPT c'est basé sur GPT-3, et GPT-3 c'est quand même 3640 pétaflops par seconde par jour. Donc c'est quelque chose qui, si on transforme en mégatonnes d'équivalent CO2, c'est difficile d'être précis, ça dépend de plein de trucs, du mix énergétique du pays, enfin, etc. Donc là, c'est des données qui viennent d'un article de gens de Google, de Patterson. Mais c'est en gros 500 allers-retours Paris-New York en avion, des avions. Donc là, c'est quand même beaucoup. Et GPT-4, c'est encore plus, puisque on parle de 100 trillions de paramètres. Bon, là, vous avez d'autres analyses de Strobel qui est sur l'ordre de grandeur des transformers. Ce qui est à noter quand même, c'est qu'entre ChatGPT et GPT-3, il n'y a pas eu d'entraînement spécifique. ChatGPT est basé sur GPT-3. Donc du coup, on va dire, enfin c'est presque du cynisme, on va dire que ce n'est que 4,9 pétaflops par seconde par jour. Donc c'est... Ouais. Alors évidemment, là-dedans, on ne parle pas du tout du rebond, mais on produit toujours plus de données. Alors là, il y a quelque chose qui est tout un domaine qui s'appelle l'AI for Green. Donc ça, c'est comment utiliser en fait l'intelligence artificielle pour pouvoir nous aider à, disons pas surmonter, mais au moins mitiger un peu la crise environnementale. Déjà, l'IA à l'heure actuelle, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer dans certains domaines. Ça, il y a des besoins maintenant qui sont devenus vitaux ou des services qui existent qui sont basés là-dessus. Donc il faudrait, si on voulait arrêter ça, c'est un peu compliqué parce que ce qu'on appelle, on a hérité de certaines technologies, on a hérité aussi du nucléaire avec les centrales nucléaires, il faut bien qu'on fasse avec. C'est notre responsabilité d'aller au bout. Donc de toute façon, remettre en cause le domaine, ce ne serait pas possible du jour au lendemain. Et il y a des applications pour l'instant qui sont vertueuses, on va dire, là-dedans. Et ça permet par contre aussi certaines fois de réduire les émissions d'autres domaines. Alors vous avez des émissions qui sont données par des associations d'industriels là-dedans. Bon, alors ça veut dire qu'il y a un biais. Hein. Mais par exemple, GSMA dit qu'une tonne émise par la CITES, c'est 10 tonnes de gagné. Alors vous avez c'est-à-dire que l'utilisation du numérique et de l'IA va permettre un gain technologique qui va permettre d'être beaucoup, beaucoup plus efficace, par exemple, sur le secteur de l'énergie. Vous allez gagner vous allez dépenser moins de gaz ou de fuel dans les chaudières des municipalités, des collectivités, etc. Donc alors, il y a dans leur rapport qui est très détaillé, il y a un certain nombre d'exemples, mais encore une fois, les exemples sont quand même très ciblés et ce n'est pas une étude globale. Et en tout cas, elle est biaisée parce que ce sont quand même des gens beaucoup du secteur de télécom. Et alors, le GESI, c'est un petit peu plus réaliste, on va dire, mais on a donc des réductions de 15 à 20% globalement. Donc si on utilise bien le numérique, ça nous permet de gagner sur l'ensemble. Mais comme il faut réduire énormément à 7 à 8% par an jusqu'à 2050, de toute façon, ça ne va pas suffire. Si ça continue à augmenter, ça veut dire qu'en 2050, la grosse part de ce qu'on pourra avoir comme budget carbone possible, ça sera essentiellement du numérique, en grande majorité.
Donc, ça fait un peu bizarre. Je vous ai donné des références, vous pouvez aller regarder. Il y a une visio de Gauthier Roussel, par exemple, sur ces questions-là, dans Labo 1.5 l'an dernier, qui était très très claire. Alors évidemment, hein, ça je répète que ce que tout le monde a dit, c'est l'IA, c'est des formidables puissances de calcul, c'est-à-dire que ça fait au niveau mémoire, au niveau de tout ce qu'on peut manipuler, et de toute façon ça bat l'homme là-dessus, enfin sur ces tâches-là bien supérieures. C'est assez amusant de voir que alors là-dedans, oui, c'est-à-dire on voit bien que ça peut être utile parfois. Mais quel est le bénéfice-risque global? Et ça, c'est une question qu'il faut absolument avoir en tête lorsqu'on développe et qu'on utilise de l'IA. Là, c'est assez intéressant. J'ai regardé deux citations de Yann Lequin, qui a été prix Turing Award il y a quelques années. Et il est Chief Scientist à Meta. Et il a tweeté, en fait, alors, je ne sais pas du tout, il se prend ça, mais 3 ou 4 ordres de magnitude de CO2, c'est pas un neurophysiologue, hein, mais c'est... Bon, et alors il y a un article du MIT aussi qui donne des choses qui sont complètement folles, mais sur certains types de tâches. Donc c'est vrai que l'IA peut potentiellement en fait être même compétitive, on va dire, sur certaines tâches par rapport à... Mais attention, parce que si on veut obtenir, là j'ai des courbes qui sont tout à fait intéressantes ici, ça c'est sur ImageNet, donc c'est l'accuracy sur ImageNet. Donc si vous regardez sans phase de training, vous avez une accuracy qui est de 88%, mais si vous voulez passer de 88% d'accuracy à 91%, vous avez un coût carbone qui est considérablement supérieur. Et là, vous avez aussi donc, un autre article ici qui vous donne que diminuer de moitié le taux d'erreur à un certain donné multiplie par 1000 le coût des calculs, le coût carbone. Ça veut dire que en gros, si vous voulez gagner epsilon à un certain degré, il vous faudra énormément plus de calculs. Donc là, la question encore bénéfice-risque se pose clairement. Est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce qu'on a à l'heure actuelle, qui est déjà quand même très efficace? Ben non, on continue la course, la tête dans le mur, et on essaie d'être derrière, et l'IA va aller, les augmentations technologiques vont aller tellement vite que de toute façon, nous, on ne pourra même pas... Là, ça rejoint un peu la question aussi de savoir... Il y a deux temps différents. Le temps des usagers qui, pour acquérir des technologies, savoir quoi en faire, et puis le temps de... Ici, vous avez vu les progrès qu'il y a eu en 1 an ou en 2 ans sur ces IA sont considérables, on ne peut pas les assimiler complètement. Donc ça, c'était assez intéressant de voir. Donc, encore une fois, pour avoir quelque chose de vraiment plus performant à un instant donné, il faut pour l'instant payer très cher, et c'est, encore une fois, une augmentation exponentielle dans un monde où il faudrait réduire. Donc ça, c'est assez... voilà. Donc là, c'était un petit peu des bouleversements induits. Donc particulier, donc c'est vrai que passer de chat GPT 3.5 à GPT 4, visiblement, si vous voulez passer les examens du barreau de Paris, ben maintenant 90% de réussite à chat GPT 4, bon, c'est dit, ça veut dire qu'il faut changer. Là, je rejoins vraiment mes collègues, il faut trouver d'autres choses, il faut déplacer nos évaluations et puis la manière d'apprendre. Mais encore une fois, là, la société est à la traîne. C'est-à-dire que nous, il faut du temps de réflexion, il faut du temps d'adoption de ces technologies, donc ne pas forcément aller courir derrière la dernière innovation, et ça, il faut ralentir, comme dit le livre célèbre de Timothée Parry, ralentir ou périr, il faut ralentir, il faut apprendre à ralentir. Et alors évidemment, tous les problèmes éthiques et environnementaux, il faut les prendre en compte avant de développer une nouvelle technologie. Il faudrait le faire. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas de levier sur les GAFAM, à part des législations possibles. Alors, les effets positifs pour la société, il y en a plein. On en a parlé aussi. Donc là, finalement, on se rejoint totalement avec mes collègues. Et en particulier, on voit que l'IA essaie de s'auto-justifier beaucoup en disant mais on est super parce qu'on a plus de parité, etc. Donc ils prennent les 17 ODD de l'ONU sur les Sustainable Development Goals, là, et ils en prennent 1, 2, et ils montrent qu'en fait, ils sont bons sur 1, 2. Mais il faut tous les prendre en compte. Tous.
Et là, personne ne sait faire. Hein. Les meilleures études auto-justificatrices, c'est sur 3 ODD que j'ai vues. Donc ça, c'était... alors, comment on mesure le taux carbone? Bon, nous, on travaille dans ma chaire, il y a des gens qui travaillent sur les notions de mesure, de manière à pouvoir donner aux utilisateurs des facilités pour pouvoir simplement instrumenter le coût. Par exemple, là, tout ce qu'on a vu précédemment, est-ce que vous avez fait des études carbone? C'est extrêmement facile à faire. Il y a des outils haut niveau, de Green Algorithm, Power API, etc., qui permettent de mesurer le coût, l'équivalent carbone d'un code qui tourne. Donc vous avez une donnée, vous pouvez même être beaucoup plus précis, vous pouvez acheter des wattmètres qui coûtent très peu cher, et vous pouvez les mettre sur des cartes multicœurs sorties des serveurs et voir à peu près combien votre machine a marché pour une certaine application. Il faut tout compter, l'entraînement, etc. Nous, à chaque fois qu'on fait des applications d'IA, on mesure systématiquement. Il y a certaines conférences d'IA qui exigent en fait ça, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un papier, ils disent bon, on a dépensé tant d'équivalent CO2. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire, hein, donc on en a besoin. Donc c'est pas trop difficile. Il faudrait les mettre dans tous les centres de calcul. C'est des choses qui sont positives. Alors, si on résume, ici, je vais un peu vers la conclusion. Donc, j'ai développé 3 points. Bon, au départ, j'étais un petit peu, disons, détaillé sur la crise environnementale et les relations avec le monde du numérique et l'IA. Elle est aussi consommateur de matières premières, d'eau, etc. J'ai pas détaillé. Donc ça, c'est un acquis qui est extrêmement important. Et avant toute chose, il faut qu'on y réponde aussi en tant que citoyen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à intégrer ces dimensions-là, évidemment, dans notre... d'abord dans ce qu'on va enseigner, et ça c'est compliqué. Nous à Grenoble on a des groupes de travail là-dessus, donc on pourra en reparler sur savoir comment mettre. Alors on a des cours de sensibilisation au niveau licence comme ça, mais on commence en L3 et en M1, etc., à vraiment avoir des choses de spécialisation là-dessus. Ensuite il y a évidemment le problème que l'IA c'est un des moteurs de la croissance, c'est-à-dire on nous fait croire, enfin c'est vrai ou pas, je ne suis pas économiste, mais que toute la croissance, le PIB va continuer d'abord il faut continuer à croître, ok, ça peut y avoir d'autres modèles, mais ça peut continuer à croître, et ça viendra essentiellement par l'IA, avec tous les dommages que ça va être, des gens qui n'arriveront pas à s'y mettre, des gens qui vont changer, qui vont être en stress, etc., en angoisse sur ça, il y aura des gens sur le bord de la route. Mais par contre, c'est vrai que ça peut jouer aussi un rôle positif. Donc, comment on fait pour essayer dans cette contradiction-là, d'avancer? Et en particulier, peut-on croire en ce qu'on appelle l'éco-efficacité, c'est-à-dire la réduction de l'intensité des impacts? Ça, c'est une question qui est compliquée. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire, est-ce que le monde actuel, là, est-ce qu'on peut continuer comme ceci en pensant que la tech va nous amener des solutions pour pouvoir trouver des solutions à la crise. Et ça, c'est pas évident du tout. Donc pour faire ça, je rejoindrai finalement les conclusions en fait du précédent exposé, hein, c'est-à-dire l'IA, c'est beaucoup donné, pas uniquement par les GAFA, mais par disons, tout le marketing qui est associé à la digitalisation, à l'imaginaire qu'on a dans nos vies, en particulier les jeunes qui, soi-disant, streament toute la journée, etc., et qui sont des digital natives, donc ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens ici dans cette salle. Et en fait, on parle beaucoup d'une notion qui est très intéressante, qui s'appelle le découplage. Donc, est-il possible ou non de découpler cette croissance économique, c'est-à-dire la croissance économique, le PIB qui rapporte, etc., et qui fait que les sociétés évoluent vers toujours plus de confort et de niveau de vie, et les conséquences écologiques. Est-ce qu'on peut découpler les deux? C'est-à-dire avoir les conséquences écologiques qui sont sur une courbe décroissante et tout en ayant une montée des besoins, des usages, etc. sur la question de... Et ça, c'est pas évident, parce que le pur découplage, ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne connais pas de choses qui ne sont pas reliées. Et malheureusement, tous les progrès
on va dire, sur l'éco-efficacité, sur le fait de faire mieux ce qu'on sait faire, on est loin des enjeux. On est très loin du compte. Et je pense que dans les années futures, on sera encore loin du compte. Donc là, il faut savoir que tout ce qu'on produit et tout ce qu'on continue à faire, ça continue malgré tout, même si on le fait de mieux en mieux, à malheureusement aller dans un sens qui est contre l'environnement, on va dire. Alors, il y a des choses, au niveau de l'Europe en particulier, on en a parlé dans un ou deux slides, là, il y avait des directives européennes, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais malgré tout, il y a au niveau climat, mais malgré tout, il y a quand même ils poussent la politique en même temps économique en se basant totalement sur le numérique. Alors c'est vrai que là-dessus, le numérique à l'école, tout ça c'est très bien, les services publics dématérialisés, l'accès à Internet massif, etc. Tout ça c'est venu de ça. Et en France, en fait, on a aussi un imaginaire du fait que le PIB et que l'économie va être soutenue par le monde du numérique et en particulier de l'IA, avec toujours plus d'argent sur la table. Donc là, alors moi j'ai la chance d'être dans un des 4 instituts qui a été labellisé PIA 3, donc c'est vrai que j'ai vécu avec mon équipe de recherche avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Donc il y avait 100 millions d'euros qui ont été divisés en 4 endroits, Paris, Grenoble, Toulouse et Nice. Et là il y a eu actuellement, là on est en train de clore un gros 5 fois plus en volume financier. Donc ça veut dire que l'État met beaucoup d'argent sur la table. Il y a le PEPR, c'est des outils de financement de la recherche qui va être adopté avec 43 millions d'euros pour ces questions d'IA. Et la frugalité est une toute petite partie de ça. Ensuite, il y a aussi des appels à massification de l'IA. Donc Grenoble a été aussi lauréat, je crois le seul lauréat, il me semble, sur la première vague, de l'aspect massification de l'IA. Donc là, l'idée en a été financée pour mettre de l'IA de moins 8 à plus 8, c'est-à-dire 0 c'est le bac. Donc depuis l'école, le collège, lycée, etc., il faut mettre de l'IA partout. Alors c'est bien parce qu'on peut justement développer l'esprit critique, etc. C'est-à-dire qu'il faut en parler, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est c'est pas évident du tout. Et puis, on a aussi un imaginaire que l'IA doit diffuser dans absolument tous les secteurs, quels qu'ils soient, pour avoir... Tout à l'heure, on avait un exemple d'agriculture avec effectivement des micros... Est-ce que ça a été sourcé? Non, pas que je sache. C'est-à-dire que, encore une fois, on prend un secteur, on l'isole, on se dit, pourquoi pas, on va essayer d'avoir, de faire qu'il y ait moins d'intrants nitrates à un moment donné, mais tout ce qui est construction de cette IA, tout ce qui est construction des drones pour le faire, etc., tout ça, ça passe hors du radar. Donc une analyse, encore une fois, critique, bénéfice-risque au début, mais c'est indispensable. C'est indispensable à se poser la question à l'avance. Donc ça, c'est des choses qui viennent par ma proposition finale. Alors évidemment, il faut évaluer le rapport d'IA aux questions environnementales. C'est quelque chose qu'on devrait se mettre systématiquement en fait, dans la grille d'analyse. Avec 3 points, disons, c'est-à-dire qu'on a une première mesure, c'est déjà mesurer. Donc mesurer, ça c'est des choses qui sont relativement faciles, qu'on sait faire, qu'on peut faire. Si vous ne le savez pas, il y a des gens qui peuvent vous aider là-dedans. Mais derrière, on ne remet rien en cause. C'est-à-dire qu'on prend des outils qui existent, etc. On observe sur des bases scientifiques. Donc on peut se dire, attention, là j'ai dépensé beaucoup. Est-ce que ça valait la peine? Donc c'est des choses qui sont de la base pour de la discussion, on va dire. Ensuite, on peut améliorer à partir de ce qu'on a mesuré. Donc, on sait est-ce que ça en valait la peine, est-ce que ça participe. Mais là, il faudrait aussi anticiper sur l'effet rebond, sur les effets indirects, sur tout ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir, faut acquérir une sorte de compétences là-dessus pour les méthodes d'analyse. Et puis surtout essayer de finalement ouvrir un peu l'esprit et pas uniquement penser le vieux monde et puis on essaie de courir après. De toute façon, il ira beaucoup plus vite que nous. Et en essayant de voir ce qu'on peut faire là-dedans et de le faire proprement, c'est très bien, mais c'est pas à la hauteur des enjeux encore une fois. Par contre, remettre en question les choses, c'est s'interroger, peut-être faire moins, et puis parfois ne pas faire aussi. Est-ce que à l'heure actuelle, par exemple, alors c'est pas de l'IA, mais est-ce que la 5G maintenant, avec tout ce qu'on sait de déploiement, des antennes qu'il a fallu faire, le fait que la 5G a demandé, je sais pas, un nombre incalculable de smartphones d'être changés parce que sous l'impulsion des marketing des opérateurs télécoms, est-ce que ça se superpose à la 4G, etc. Est-ce que ça, c'était une vraie bonne idée ou pas?
Maintenant, on est en capacité d'essayer de voir un peu ce que ça a coûté. Et puis voir qu'est-ce que ça a permis. Bon, dans certaines applications, ça a permis des choses intéressantes, c'est-à-dire effectivement quand on fait de la robotique à distance, comme j'ai vu, ça demande une latence qui est très très faible et des choses qui sont très intéressantes, parce que comme ça veut dire que des grands chirurgiens dans les CHU connus peuvent intervenir sur ces petites chirurgies locales, etc. Donc tout ça va dans un sens potentiellement même qui peut gagner des choses en émissions CO2. Donc tout ça c'est potentiellement intéressant, mais ces technologies que l'on donne permettent aussi beaucoup d'autres usages. Et tous les usages qui sont là, c'est de l'effet rebond derrière, c'est de l'effet indirect, et c'est catastrophique. Donc est-ce que, là-dedans, alors c'est vrai qu'il y a eu aussi quelque chose de très intéressant dans une des deux présentations avant, sur le fait d'ouvrir sur la multidisciplinarité. Ça, je crois que c'est un élément essentiel dans les enseignements aussi, c'est-à-dire amener dans les enseignements techniques aussi de la sociologie, de la philosophie, de l'économie, de manière à pouvoir donner aux gens les capacités de voir ce qu'ils développent et de s'interroger sur l'objet de ce qu'ils développent. Ça, c'est essentiel. Voilà, donc c'est fini là-dessus. J'ai fini ma présentation. Je voudrais juste dire, ceux qui sont vraiment intéressés par l'IA frugale, il y a 2 journées à Grenoble le 13 et le 14 décembre prochains qui seront sur ces questions d'IA frugale. Donc JIRAF, ça veut dire Journée de recherche en apprentissage frugal. Donc je vous invite à venir à Grenoble. Tout est gratuit sur place. Enfin, faut se déplacer et se loger, mais c'est une manifestation qui est gratuit. C'est la 2e année consécutive où on fait ça. Il y a eu beaucoup de gens, une centaine de participants l'an dernier. Donc c'est un sujet qui est quand même potentiellement intéressant pour la communauté. Voilà. Merci Denis. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 2 minutes. J'ai une question, c'était par rapport effectivement les IA génératives, les derniers modèles ils sont énormes, donc parfois c'est vraiment un marteau-piqueur pour rentrer un clou. Néanmoins il y a une tendance qui peut être intéressante, c'est par exemple utiliser des systèmes ou des IA de différents types très puissants, pas pour résoudre les problèmes, mais pour en extraire une solution simplifiée. Par exemple, tu mentionnais trouver le modèle simple mathématique, je sais pas, la régression linéaire ou autre chose, qui correspond à la résolution d'un problème. Finalement, une IA très puissante pourrait peut-être en extraire le concept, et après on peut utiliser des outils très frugaux une fois qu'on a identifié le bon outil avec une IA. Est-ce que ça te paraît une solution intéressante dans les IA, l'usage frugal de l'IA? Alors c'est compliqué cette question parce que moi je travaille aussi donc en embedded AI, en edge computing, c'est-à-dire en fait en calcul sur des composants à faible émissions CO2 qui sont en bordure du réseau, qui dépensent 10 watts il y a des cartes très très efficaces qui permettent de faire des choses comme ça. Et déjà je ne sais pas si moi je n'ai pas une preuve scientifique avérée que est-ce que c'est mieux de faire par exemple de l'IA là-dessus, une fois qu'elle est entraînée, parce qu'on ne peut pas entraîner sur une Jetson 10 watts, etc., comme ça. Mais par contre, je ne sais pas si c'est bien de faire de l'inférence là-dessus, à côté des données où c'est produit. Je n'ai pas de preuve scientifique, par rapport à utiliser une machine comme Jean Zay, avec un PUE très très bon, avec des GPU de partout, où va y avoir une solution qui est extrêmement efficace, qui va tourner en quelques heures de plein de GPU, plutôt qu'une semaine sur mon Edge. Donc ça, c'est des questions qui demandent à être vraiment creusées, mais encore une fois, c'est un temps long. C'est-à-dire que nous, on a une thèse là-dessus, on aura des résultats au bout de 2 ans, peut-être, sur ces questions. Donc je serai amené à plus en savoir. Mais je dirais que en tout cas, ça n'aura pas un gain qui sera considérable. Et la question qui est compliquée, voilà, là c'est vrai que les IA existent, donc on peut en extraire quelque chose. Mais moi j'ai peur aussi du perte de contrôle. Je suis beaucoup inspiré par les philosophes des années 70, en particulier Ivan Illich, avec la convivialité. Et en fait, ce que disait Illich, alors il n'avait pas les ordinateurs, mais il le disait sur toute autre, innovation technologique de l'époque, la voiture, la télévision, je ne me souviens plus d'autres exemples qu'il développe dans ses livres, un livre sur la médecine aussi, mais en tout cas il disait qu'il faut absolument que les gens reprennent le contrôle de ce qu'ils vont pour pouvoir le réparer, pour pouvoir être résilient en cas
en cas de problème. Donc du coup, tout ce qui est fait par une IA, moi je ne crois pas beaucoup, et c'est ce qui a été expliqué avant bien sûr, à ce que l'IA va nous donner une compréhension profonde des choses qu'on est en train de manipuler. Je pense que l'IA peut donner à un moment donné quelque chose conjoncturel qui répond à un instant donné, mais qui ne va pas forcément être pérenne dans le temps et qui va nous éloigner de la compréhension profonde de l'objet qu'on manipule. C'est-à-dire qu'on perd en compréhension là-dedans. Donc moi, je ne suis pas un grand fan. Donc maintenant, je pense que c'est bien utilisé, évidemment, c'est intéressant. Enfin, nous, on l'utilise aussi, on regarde cet objet. Mais moi, je suis un peu, pas critique, mais je suis méfiant par rapport à l'objet. En tout cas, maintenant, en extraire, ce que tu dis, c'est du transfer learning. C'est-à-dire, effectivement, quand c'est entraîné sur des gros modèles et ça coûte très cher, on peut reprendre une partie de ça pour pouvoir s'en servir ailleurs et le mettre ou le dégénérer, on va dire, pour pouvoir avoir une connaissance moindre. Mais la question, c'est si on fait ça, il y a de l'effet rebond immédiatement parce que les gens ils vont se dire c'est quasiment pas coûteux, je vais le mettre partout. Donc la question, c'est de ne pas participer à cette course folle et c'est d'utiliser l'outil lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est cette question-là qu'il faudrait se poser.